Bonsoir Ali. Comment vous allez? Oh, très bien. Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Ewusu Alain, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Comment ça va? Super bien. Merci d'être là, merci beaucoup. Maître Ouaraga Serge, vous êtes porte-parole du COGEP. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Dirasouba. Comment ça va? Très bien, merci. Merci beaucoup. Fabrice Lago, expert en communication politique, secrétaire national technique en charge du marketing politique du PPACI. Bonsoir et bienvenue, Fabrice. Bonsoir, M. Dirasouba. Comment vous allez? Super bien. Je vous vois mieux la tête. Le titre, c'est bon? C'est parfait. Excellent. Guillaume Bateau, vous êtes journaliste, directeur général des éditions Nemba, éditrice du quotidien Liberté. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Comment ça va? Ça va bien, ça va. Merci beaucoup. Fanny Karim, vous êtes enseignant, par ailleurs maire RHDP de la commune d'Issia. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Comment ça va? Oui, ça va. Merci beaucoup. Monsieur, au pas de course, je vous le rappelle, dans l'actualité politique ivoirienne, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, a tenu son bureau politique à Yamoussoukro ce week-end. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire prépare sa fête de la Renaissance et continue de réclamer l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Du côté du RHDP, en attendant son congrès prévu en mai, l'heure est à la conquête à travers le pays avec le bilan du président de la République, réclamé pour être le candidat du parti à la prochaine présidentielle. On fait le point de cette actualité bouillonnante autour de tous les majors politiques de Côte d'Ivoire avec Pierre Dipomelin. On en parle juste après. Le 18e bureau politique du PDCI-RDA s'est ouvert à Yamoussoukro, en l'absence du président du parti. Selon Koopli Boni, président honoraire du PDCI-RDA, Tidjane Thiam est retenu à Paris, en France, pour des raisons majeures. Au nombre des illustres absents, Jean-Louis Billon, délégué départemental du PDCI-RDA de Dabakala, et candidat déclaré à la prochaine présidentielle, en Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que cette rencontre se tient dans un contexte de tension, avec assignation en justice du président du PDCI-RDA, dont la légitimité et la légalité est contestée par Valérie Yapo, elle aussi membre du bureau politique. Du côté du PPACI, c'est la mobilisation pour la fête de la Renaissance à Dabou, les 11 et 12 avril prochains. Mais ils ne perdent pas de vue l'absence du président du parti Laurent Gbagbo sur la liste électorale provisoire, objet central du combat politique, en cette année électorale. Le PPACI, qui dénonce aussi de nombreuses irrégularités dans le fichier électoral, réclame un audit international. Le parti de Laurent Gbagbo va plus loin. Il appelle à la dissolution pure et simple de la CEI, Commission électorale indépendante, considérée comme incompétente, et à la solde du parti au pouvoir. Quant au RHDP, le parti au pouvoir, il considère toutes ces récriminations de l'opposition comme une fuite en avant face au bilan de leur candidat. Selon le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, le contentieux électoral est l'occasion pour l'opposition de faire la preuve des millions d'irrégularités alléguées sur la liste électorale provisoire. Une actualité politique très marquée, très chargée cette semaine. Vous venez de le voir dans cet élément. Docteur Ewusu Alain, vous, comment vous analysez d'abord l'actualité au PDCI-RDA qui a été marquée par la tenue de ce bureau politique très attendu, qui a annoncé la tenue prochaine de la convention du parti? Analyse, décryptage? Merci de me passer la parole. On se souvient qu'en 2023, il y a eu le congrès du PDCI-RDA à Yamoussoukro. Et c'est ce congrès qui a consacré la présence du président Thiam à la tête du parti. C'est cela. Je pense que c'est dans la même veine que la convention aussi est prévue en mai, si je ne me trompe pas de date. Bon, récemment, il y a eu J'ai cru voir la date du 16 avril. 16 avril, autant pour moi. Et bon, le rebondissement dans l'affaire du PDCI, c'est le cas Dame Yapo. Le procès intenté contre le président du parti, voilà, bon. À l'initiative de Dame Yapo, effectivement. Quelle est votre analyse? Selon les informations que j'ai reçues, il est question d'une interprétation de la loi. Comme toujours en Côte d'Ivoire, l'interprétation des lois pose problème. Selon les textes du PDCI, selon les informations que j'ai reçues, il était question que le président en exercice soit ivoirien, pas exclusivement. Selon ce que j'ai appris, selon les informations que j'ai reçues, le président en exercice devrait être ivoirien, pas exclusivement. Et en ce temps, lorsque le président Thiam se présentait, c'est vrai qu'il était ivoirien, mais il était aussi français. Et c'est en vertu de cette double nationalité
que Dame Yapo l'a assigné en justice. Mais bon, en Côte d'Ivoire, comme je le dis, l'interprétation des textes pose toujours problème. Si tant est qu'il est clairement signifié qu'il doit être ivoirien et qu'il n'a pas été signifié de façon très précise qu'il doit être exclusivement ivoirien, je ne pense pas que cela puisse poser un problème majeur. Dans les motifs, Dame Yapo estime qu'elle est membre du bureau politique, qu'elle devrait avoir droit de participer au bureau politique. Entre-temps, il y a une mesure de clémence qui avait été prise par la direction du parti, justement, pour lui permettre de participer à ce bureau politique. Donc, du côté de la direction, on ne comprend pas pourquoi elle maintenait sa position qui consiste à intenter un procès au parti. Entre autres motifs qu'elle a évoqués. Oui, entre autres motifs. Mais ce que j'ai appris aussi, c'est qu'il y a des négociations internes qui sont prévues et certainement que ça va désamorcer les choses. Très bien. Guillaume Bateau, réaction? Oui, je pense que la bonne nouvelle dans l'affaire, c'est l'annonce de la date de la convention. Je crois que même si on a été un peu surpris de constater que le président Thiam lui-même était absent à Yamoussoukro, ce qui n'arrive pas souvent, qu'un président de parti, pour un tel rendez-vous, soit absent. Mais bon, je crois que le plus important, c'est que le PDCI va tenir sa convention le 16 avril et certainement dans la foulée, investir son candidat pour que, justement, ce que nous réclamons depuis plusieurs semaines, qu'on rentre vraiment dans le vrai sujet, dans le vif du débat. Quand on commence à parler maintenant de programme, de projet. Parce que jusque-là, on était plutôt à la périphérie du débat. Je crois qu'il est important que le PDCI choisisse son candidat. Vraisemblablement, ce sera le président Thiam. Et qu'à partir de ce moment, à partir du moment où il sera investi par son parti, qu'on commence à savoir ce que le PDCI et son candidat proposent pour les 5 prochaines années. En dehors de cela, bon, je crois que Mme Yapo, c'est son droit de contester ce qu'elle estime être injuste. Seulement, bon, on fait confiance à la justice qui va apprécier. Je crois que le 11 avril, les partis vont se retrouver devant le juge. Moi, personnellement, j'espère que le président Thiam sera candidat. Hein, j'espère qu'il sera candidat parce que j'ai envie que cette élection-là, on ait un vrai débat sur les préoccupations des Ivoiriens, sur la société que nous voulons pour les 5 prochaines années. Maintenant, s'il tombe sous le coup de la loi, malheureusement, ce sera la loi. Voilà. Donc, on est content que le PDCI ait fixé sa date de convention. On attend que cette convention ait lieu et qu'on rentre vraiment. Moi, j'attends le débat. Très bien. Maître Oraga, vous êtes porte-parole du COJEP, le COJEP qui est membre de la coalition CAP. Comment vous analysez cette actualité? Alors, comme vous l'avez dit, le PDCI est un parti partenaire. C'est cela. Avec lequel nous sommes au sein de la coalition pour l'alternance pacifique, Côte d'Ivoire. La tenue de ce bureau politique, à titre personnel, le COJEP n'a pas d'observation particulière à faire. C'est un organe interne au PDCI. C'est cela. Et si c'est tenu, tant mieux pour le PDCI, c'est très bien. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce qui nous interpelle ici, et vous l'avez relevé dans l'élément qui est passé tout à l'heure, c'est le contexte qui entoure le bureau politique qui s'est tenu donc, samedi dernier, hier. Ce sont les procédures judiciaires aujourd'hui qui visent le PDCI à travers son président. Alors, il est regrettable que des contradictions internes soient aujourd'hui exposées sur la place publique, soient même confiées à la justice. Donc, nous, aujourd'hui, ce que nous observons, c'est l'inquiétude, c'est les craintes des militants du PDCI relativement à ces procédures judiciaires. Pourquoi? Mais justement parce qu'à un moment donné, la justice ivoirienne s'est décrédibilisée. Justement, à un moment donné, la justice ivoirienne a servi d'instrument pour déstabiliser certains partis politiques, pour écarter du jeu politique certains adversaires politiques. Il y a tellement d'exemples. Je veux revenir un peu au COJEP. On l'a dit à maintes fois, le président Charles Blé Goudé aujourd'hui, sa non-inscription sur la liste électorale résulte de quoi? D'une condamnation judiciaire. Alors la justice ivoirienne décide de l'envoyer à la Cour pénale internationale à La Haye le 22 mars 2014. Il y est pour subir un procès. Et pendant ce temps, la même justice ivoirienne envoie un commissaire de justice à Yopougon aller le chercher. Monsieur Diarrassouba, dites-moi, est-ce que ça c'est sérieux? Est-ce que ça c'est une justice sérieuse qui sait très bien
que M. Charles Blé Goudé se trouve à La Haye et qui envoie quelqu'un le chercher à Yopougon. Et c'est sur la base de ce procès verbal de ce commissaire de justice que la justice ivoirienne a décidé de le condamner par contumace. Et aujourd'hui, il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Cette décision judiciaire-là sert de fondement à sa non-inscription sur la liste électorale. Donc quand vous voyez la justice ivoirienne comme ça s'illustrer de cette façon, mais c'est tout à fait normal et légitime que les militants du PDCI, à un moment donné, aient toutes les craintes qu'ils ont aujourd'hui, aient toutes les inquiétudes qu'ils ont aujourd'hui. Est-ce que la justice ivoirienne va servir encore d'instrument pour écarter le président du PDCI de la course à l'élection présidentielle? Donc ce que nous attendons, nous, c'est que la paix revienne au sein du PDCI, qu'ils calment tous le jeu, que les esprits se calment et qu'ils trouvent donc un terrain d'entente, un consensus à ce problème qui est interne au PDCI. Très bien. Onzi Kokora, réaction? Écoutez, je crois que ce bureau politique était très attendu parce que quand vous prenez les statuts et règlements intérieurs du PDCI-RDA, en son article 54, le bureau politique est l'organe exécutif du parti. Il est donc l'organe en charge donc, des décisions et qu'il est présidé par le président du parti. On se rappelle tous que le président Thiam, le ministre Thiam a été élu en décembre 2023. C'est pratiquement 16 mois qu'il n'y a pas eu donc, de bureau politique donc, qui a été tenu. Donc cette occasion était attendue par les observateurs donc, et les militants du parti. Dans cette occasion, M. Thiam donc, de parler directement avec ses militants et les cadres du parti. Comme l'autre l'a dit, on constate que le parti est dans la tourmente. Mais il est trop facile, souvent, de refuser de voir le problème et de toucher le problème du doigt. Tout à l'heure, il a évoqué le cas de la justice. Mais M. Thiam même a commencé à utiliser l'appareil judiciaire au sein de son parti, c'est-à-dire le conseil de discipline. Vous vous rappelez que cette dame, elle a été traduite devant le conseil de discipline, elle a été exclue. Ensuite, M. Bion donc, a fait l'objet de plaintes donc, au niveau du même conseil de discipline. Donc le problème judiciaire a commencé en leur sein. Il aurait fallu que M. Thiam donc, travaille en interne en mettant en place un mécanisme donc, de dialogue à l'effet de discuter avec tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec son élection. Parce que son élection a été entourée de beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, interprétation des textes et autres. Mais bref, il n'a pas réussi à créer la cohésion au sein du parti. Mais après, quand le problème atterrit devant l'instance judiciaire, mais c'est un problème interne, comme il a dit, mais qui a été transporté devant la justice. La justice n'est pas invitée dans le débat. Donc, la responsabilité incombe au président du parti qui doit montrer son leadership, sa capacité à créer véritablement la cohésion. Ce n'a pas été le cas. Mais mieux, lorsque vous avez entendu à la sortie du bureau politique, même pas à la sortie du bureau politique, mais on a tous entendu les déclarations de M. Bion, qui a clairement dit qu'il a reçu des menaces, des appels à l'intimidation, et donc qu'il dénonçait. Or, M. Thiam lui-même disait sur un plateau télé qu'il avait été menacé de mort. Donc la question qu'on se pose, donc qui menace qui de mort? Parce que vraiment, ça doit faire l'objet de débats. Et moi, ça m'interpelle. Maintenant, il évoque donc les questions de justice. Vous savez, les hommes politiques sont habitués à ce discours. Aujourd'hui, nous avons en France Marine Le Pen donc, qui est condamnée. Elle tient le même discours. Elle tient le même discours en France. Et je dis aux États-Unis, Donald Trump a fait l'objet d'inculpation avec plusieurs charges. Il a eu le même discours. Aujourd'hui, le président de la République. Donc, ce discours, on l'entend et on le comprend. Tous les hommes politiques ont ce discours. Lorsque la justice n'est pas en leur faveur, alors ils estiment que la justice est instrumentalisée à des fins politiques. Je finis pour dire, lorsque vous vous rappelez, on a emmené M. Laurent Gbagbo à la CPI, on a tous entendu les discours qui ont été tenus. La communauté internationale, la justice internationale était aux mains de la communauté internationale. Elle était donc à la sorte du pouvoir d'Abidjan. Mais lorsqu'il a été libéré, je crois que cette cour a été célébrée. Donc, c'est une question de jugement à géométrie variable. Moi, je les comprends. Ils sont dans une situation de difficulté, donc il faut chercher un bouc émissaire. Moi, je pense qu'il faut respecter les décisions de justice. Quand ça n'arrange pas, il faut l'accepter. Quand ça arrange aussi, il faut l'accepter. Comme nous, on l'a accepté. Donc, la décision qui a été rendue par la Cour pénale internationale, les autres aussi doivent accepter les décisions de justice. Très bien. Voilà. Fabrice Lago, votre analyse? Merci, M. Djarasouba. Le PPACI n'a pas de commentaire particulier à faire concernant ce qui se passe au PDCI. Notre souhait, c'est que rapidement le calme revienne dans ce parti parce que, en tant que parti d'opposition, nous avons des défis
très important à relever les mois à venir. Donc c'est tout le mal que nous pouvons souhaiter au PDCI. Par contre, j'écoutais M. Kokora, il est très loquace à la défense de M. Bion, et puis c'est un peu suspicieux, mais ce n'est pas bien grave, il a le droit au PDCI de choisir ceux qui lui sont compatibles. Par contre, il a dit une chose, quand on parle du cas du président Laurent Gbagbo, il faut l'étudier assez. Nous avons toujours dénoncé la complicité du bureau du procureur avec l'État de Côte d'Ivoire. Et Mediapart, si vous vous souvenez, monsieur, a travaillé sur ce dossier et il y a des mails qui ont été sortis, qui ont prouvé les échanges. Et donc, on ne va pas refaire le débat. On ne va pas refaire le débat là, mais donc ce que nous avons dénoncé a été prouvé, n'a jamais été remis en cause. Ni le procureur Ocampo, ni l'État de Côte d'Ivoire n'a démenti ces mails qui ont été inventés. Si vous voulez, je vous les donnerai juste après l'émission. Donc on ne va pas refaire le débat là. Le président Laurent Gbagbo, il est acquitté et puis c'est acté. Voilà, donc ce que nous souhaitons, c'est que le calme revienne le plus rapidement au PDCI pour qu'ensemble, l'opposition, nous avons des défis qu'on évoquera dans le deuxième sujet, notamment la commission électorale indépendante. Absolument. Donc c'est tout le mal que nous pouvons leur souhaiter. Très bien, dans pas longtemps d'ailleurs. Fanny Karim, comment vous analysez cette actualité au PDCI RDA? Ali, moi je pense que je plains le fait que Tidiane Thiam ait encore manqué l'occasion de rompre ce long fil d'absence aux différents bureaux politiques du PDCI. Vraiment, c'était l'occasion rêvée. Surtout lorsque votre élection à la tête d'un parti aussi sérieux que le PDCI symbolise le départ de tout un tas de querelles en interne. Le parti est littéralement en train de s'effriter, en train de s'effondrer de l'intérieur. Donc moi, je pense qu'il aurait été mieux que Tidiane Thiam soit là pour une fois, pour prendre de l'ascendance au-dessus, comment on appelle, sur tout ça, et puis peut-être tenter de recoller un peu les morceaux qui sont en train de partir de partout. Et cela m'amène aussi à dire que il faut que le PDCI fasse une meilleure analyse des situations qu'il vit. Je considère que le PDCI a fait une mauvaise analyse, ils ont les mauvaises approches, ils se posent les mauvaises questions et donc du coup, ils ont les mauvaises solutions. Comment est-ce que deux militants ont des malentendus en interne, parce que ce que Dame Yapo est en train de faire, je pense bien que c'est ça son nom, elle fait partie des personnes qui ont été étouffées lors du congrès qui a vu l'élection de Tidiane Thiam. Sauf qu'elle n'a pas accepté de rester étouffée, elle a voulu extérioriser ce qu'elle a dit et c'est ce qui l'a amené donc à aller au tribunal. Mais aujourd'hui, au lieu de regarder cette situation en interne, le PDCI plutôt pointe du doigt de l'autre côté. C'est un complot de la justice, c'est un complot du RHDP. Je pense que non, il faut que le PDCI apprenne à mieux analyser les situations et à y donner les solutions qui vont avec. Sinon, ça n'a pas commencé avec Dame Yapo. Guikayo aurait pu faire la même chose quand il regarde la façon dont il a été expulsé, littéralement. Et quand il a été expulsé, il est resté de côté. Et c'est quand... Quand vous dites expulsé, vous faites allusion à quel épisode? On connaît les circonstances dans lesquelles Guikayo avait été empêché de candidater. Ça, on le sait, comme il le dit tout à l'heure, pour lui emprunter son expression. On ne va pas refaire la chose. Et puis, mais quand cela a été fait, Guikayo est resté dans son coin. C'est lorsque le président du PDCI, Tidiane Thiam, a nommé Jean-Louis Bion, qui lui aussi ruminait sa frustration et qu'il a décliné le poste qui lui a été offert, que le président du PDCI est encore retourné aller chercher Guikayo pour venir lui proposer un poste. Mais quand vous faites ça, on se rend compte. Dernièrement, ici, sur votre plateau, c'est ici qui était ici, pour avoir participé à ce panel-là, pardon, à ce plateau, c'est vu littéralement exclu de la tête d'une structure qu'il a mise en place. Donc, ce que je constate, c'est que Tidiane Thiam est en train d'installer une petite dictature à la tête du PDCI, mais toute chose qui ne va pas l'arranger. Et nous avons besoin du PDCI pour continuer à animer donc, le combat démocratique entre les partis politiques en Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il ferait mieux de faire une meilleure approche de la gestion du PDCI. Très bien, merci beaucoup. On va parler à présent du PPACI. Le PPACI qui prépare la fête de la Renaissance à Dabou. C'est prévu pour Dabou le week-end à venir. Dans la foulée, le porte-parole Koné Katinan du parti a fait un grand oral cette semaine où il a chargé carrément la commission électorale indépendante. Il a estimé que cette commission doit être dissoute. Fabrice Lago, on vous écoute. Comment se passe aujourd'hui l'actualité du parti? Écoutez, le PPACI se porte bien. Les préparatifs de la fête de la Renaissance, par exemple. Les préparatifs vont bon train. Voilà, je pense que toutes les autorités administratives de la localité ont été rencontrées.
l'espace a été offert par le village de Débrimou. Donc les militants du parti se préparent à se rendre massivement à Dabou. Est-ce que vous convenez avec tous les observateurs qui estiment que le principal défi, c'est la mobilisation? Non, le défi n'est pas la mobilisation. Vous savez, le défi, je dirais c'est plus de l'organisation que la mobilisation. C'est quoi pour vous le principal défi? La fête de la Renaissance, c'est une fête qui est statutaire. Elle est inscrite dans les textes du parti. Et toutes les fois qu'elle s'est tenue, il n'y a pas eu de débat sur la mobilisation. La dernière fois, c'était à Beauville. Donc, il n'y a pas de débat. Le PPACI n'a pas un problème de mobilisation. Aujourd'hui, notre principal problème, c'est comment organiser au mieux nos militants, une fois à Dabou, faire en sorte qu'ils arrivent dans de bonnes conditions et qu'ils repartent chez eux après la cérémonie dans de bonnes conditions. Mais il n'y a pas de débat. Je ne pense pas qu'il y ait un Ivoirien qui, sur l'actualité politique, puisse organiser un débat sur la mobilisation. Nos militants, ils sont habitués à payer leur transport, à se déplacer. Ils ne sont pas transportés dans des cars ou par la Sotra. Voilà, ils sont habitués à payer leur transport, à se cotiser, à se déplacer. Donc, ils seront là en masse. Et puis, les images vont parler d'elles-mêmes. Voilà, donc il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'inquiétude principale à ce niveau. Par contre, sur la CEI, oui, là, nous sommes inquiets. Voilà. Et vous me permettrez de faire remarquer que la commission électorale indépendante a remis la liste électorale à tous les partis politiques. Et le seul parti qui n'a pas jugé utile d'analyser la liste électorale et de faire connaître ses observations, c'est le RHDP. C'est-à-dire que le RHDP n'a même pas constaté, n'a même pas contesté le fait que la comédienne Marie-Louise Assé, dont il est de notoriété qu'elle est décédée, le RHDP n'a même pas constaté qu'elle est inscrite sur la liste électorale, que ce soit le FPI, que ce soit le PPAC, que ce soit même le PDCI. Je pense que ces différents partis ont analysé le fichier qui a été mis à disposition. J'étais curieux de connaître les conclusions d'une analyse du même fichier du RHDP. Peut-être qu'ils l'ont fait, mais peut-être qu'ils l'ont présenté à leur épouse, comme disait Adjoumani, on ne l'a pas encore vu. Donc, je constate qu'ils ne l'ont pas fait. Ce que nous disons, il y a le communiqué de la CEI. Parce qu'en 2023, le bureau de la CEI nous avait reçus pour faire connaître nos observations. Et c'était le 14 juin 2023. Et nous avons remis nos observations, ils avaient prévu nous revenir, ils ne nous sont jamais revenus. Alors que nous nous apprêtions à repartir vers le bureau central, un communiqué a été produit pour nous rappeler qu'on devait se tourner plutôt vers les commissions électorales départementales pour recevoir les observations. Le FPI l'a fait, notamment par notre ami Liagnan Ferdinand qui s'est rendu à la commission départementale de Djokwe. On a refusé de recevoir ces observations. Et dans plusieurs localités, les commissions électorales départementales ont refusé de recevoir les observations. Donc, la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est que la commission électorale indépendante n'avait pas envie de faire un contentieux, en fait. Parce qu'à quoi sert-il de remettre la liste électorale aux partis politiques si on refuse par la suite de recevoir les observations? Donc, oui, effectivement, quand le ministre Katinan dénonce cela, parce que les irrégularités, monsieur, que nous avons constatées sur la liste électorale, elles sont quand même criades. Quand nous disons qu'il y a des personnes, on a sur la liste électorale des femmes qui ont 500 enfants, donc 3, 4, 5 naissent le même jour dans 3 maternités différentes. C'est un constat, tout le monde peut prendre la liste et le constater. Quand nous disons que nous avons sur la liste électorale des personnes qui ignorent le nom de leur père et de leur mère, c'est un constat, nous tirons cela de la liste qui nous a été mise à disposition. Maintenant, s'il y a des explications rationnelles qui peuvent justifier cela, qu'on nous l'explique. Mais quand on fait des observations et que la commission électorale refuse de les recevoir, la conclusion à laquelle nous arrivons, c'est qu'elle n'est pas crédible pour conduire un processus électoral démocratique et transparent. Très bien. Kokora, allez-y. Écoutez, alors, je ne sais pas si je peux revenir sur les propos tenus par Fabrice tout à l'heure sur la question. C'est votre temps de PPAC. parole, allez-y Okay. rapidement. D'abord, Fabrice, tu ne m'as même pas bien écouté. On se vous voit ici. Ok, il n'y a pas de problème, Fabrice. Donc, c'est ce que je dis. On se vous voit. On se vous voit, s'il vous plaît. Okay, lui, et puis on garde une certaine courtoisie. Voilà, c'est un ami, c'est un ami. Ah oui, d'accord. Sur le plateau de NCI 360. Okay, donc, monsieur Lago, le vous m'avez entendu, mais vous ne m'avez pas écouté. Je n'ai jamais défendu M. Bion. J'ai répété les propos tenus par M. Bion. Il a peut-être que vous n'avez pas écouté, il faut prendre le soin de lire l'actualité. Il a clairement dit qu'il a été menacé. Il a reçu des appels de menaces, des appels à l'intimidation. Il a dénoncé. Ce ne sont pas mes propos. Ça, c'est ce que je voulais rectifier. D'accord. Sur la deuxième chose, sur la question sur le PPACI, d'abord, il faut dire que le PPACI ne se porte pas bien. Ce ne sert à rien de tromper vos militants. On allait aux élections de 2023, le PPACI a eu 185 000 voix sur un suffrage exprimé de 2 millions de personnes. Donc ce parti ne se porte pas bien. Voilà, donc il faut dire la vérité à vos militants. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur la question de la CEI. Vous savez, ils ne se sont pas préparés. Depuis 2010, vous avez perdu le pouvoir.
tous les processus de révision des listes électorales engagés par l'État de Côte d'Ivoire, vous les avez boycottés. Donc quand pendant 10 ans, vous avez refusé de rentrer dans le processus politique, mais 10 ans de retard, ça ne se rattrape pas. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Vous êtes en minorité sur la liste électorale, d'où la CEI bashing. Il a dit que des millions d'erreurs ou d'irrégularités, je ne sais quoi. Vous savez combien de plaintes, réclamations ou requêtes la CEI a reçues? 9371 requêtes. Je vous dis bien 9371 requêtes, ce qui représente 0,1% sur le total donc, de personnes inscrites sur la liste électorale. Vous savez, il a dit que le RHDP n'a pas communiqué sur les irrégularités constatées. On ne fait pas de publicité autour d'un travail. La loi encadre le processus donc, de révision de liste électorale. Et la loi est claire. L'article 12, je vais vous peut-être conseiller de lire l'article 12. L'article 12 dit tout électeur a le droit, donc soit de demander l'inscription d'une personne omise ou de demander la radiation de quelqu'un qui a perdu ses droits donc d'être électeur. Et vous saisissez la commission électorale indépendante. Et la commission électorale indépendante n'est pas l'organe de dernier recours. L'organe de dernier recours, c'est la justice. Et que lorsque elle rend, peut-être que vous ne le savez pas, je vais vous conseiller de lire cet article, et lorsque la justice rend sa décision, elle est insusceptible de recours. Donc votre CEI bashing, tout le monde sait pourquoi vous le faites. Moi, j'ai déposé une requête de radiation donc, contre quelqu'un en Côte d'Ivoire. Mais je vous assure, Ali, les agents donc, des bureaux d'enregistrement, ils se tournent les pouces. Il n'y a personne. Donc, au lieu de rassembler les preuves que vous êtes supposé détenir pour aller à la commission centrale, mais allez-y dans les villages, partout, parce que 6 millions de personnes, c'est quand même beaucoup. Allez-y donc dans les villages et déposez vos requêtes. Mais c'est tellement ahurissant de dire qu'aujourd'hui, sur une liste de 8,7 millions de personnes, il y a 6 millions d'erreurs. Alors que de 2010 à 2024, c'est moins de 3 millions de personnes inscrites. Ça veut dire qu'en 2010, on est parti aux élections avec ces mêmes erreurs. En 2015, on est parti avec les erreurs. En 2021, la liste qui a permis que Michel Gbagbo soit député à Yopougon, c'est avec les erreurs. La liste qui a permis que vous ayez des députés à l'Assemblée nationale, c'est avec des erreurs. Il faut à un moment donné arrêter. Travailler sérieusement sur le terrain. Et tant que vous allez continuer de vous inscrire dans les raccourcis, mais vous allez avoir ces résultats. Donc, vraiment, dites la vérité aux Ivoiriens que vous n'avez pas travaillé sur le terrain. Voilà pourquoi aujourd'hui, la CEI est devenue un bouc émissaire, alors que vous avez vos représentants qui y travaillent. Donc, vous ne faites plus confiance. Oui, sur la CEI, je crois que M. Lago dit qu'ils sont allés dans les CEI départementales. Ce n'est pas dans les CEI départementales que se fait. J'ai cité un communiqué de la CEI qui nous demandait de nous rendre dans les CEI. Fabrice Lago, on va laisser terminer, vous aurez... Oui, autant de Je parole. précise ça juste pour qu'ils sachent en fait. C'est dans les bureaux de vote que se font les réclamations. Monsieur Guillaume Bateau, vous estimez que soit il y a des erreurs sur votre nom, je me rends à Dalleux, dans mon bureau de vote, il y a des agents qui sont là pour me recevoir. Ou j'estime que M. Nzi n'a pas le droit d'être sur la liste, je vais dans son lieu de vote et je fais la réclamation. Ce n'est pas la CEI départementale. Si on s'adressait à la CEI départementale, moi je suis de Dalané, tout le monde se serait retrouvé à la CEI départementale. Non, ce n'est pas ça. Donc il faut que les procédures soient connues. En plus, le PPACI a un représentant à la commission centrale qui s'appelle M. Demba Traoré. Il est à la commission centrale. Il connaît les procédures. Donc il faut que vraiment nos amis se résolvent à rentrer dans le jeu processus électoral. Quand M. Katina vient, nous sommes à presque 6 mois de l'élection présidentielle, nous dit qu'il faut dissoudre la CEI. Quel gouvernement sérieux, quel État sérieux peut dissoudre un organe chargé des élections à 6 mois des élections? Pour mettre quoi à la place? Vous voyez? Donc, ça donne le sentiment que nos amis, soit ils n'ont pas envie d'aller aux élections, soit ils ont envie de faire dérailler le processus. Parce qu'il faut peut-être rappeler que selon le texte de la CEDEAO, vous ne pouvez pas changer le cadre législatif d'organisation des élections 6 mois avant les élections. Et puis, j'ai dit bien, quel État sérieux viendrait dissoudre une commission à 6 mois des élections pour recommencer le processus? Non. M. Nzi l'a dit, et c'est vrai. M. Lago pointe du doigt un certain nombre d'erreurs. J'ai écouté
un des vice-présidents du Front populaire ivoirien qui a exposé. Mais la CEI a sorti une circulaire de 2008. Cette liste a été faite dans des conditions particulières. Nous sortions... Aujourd'hui, on nous demande qu'il y a 6 millions qu'il faut radier. Mais les gens oublient que nous sortions d'une crise et que tout l'état civil dans les zones CNO avait été détruit. Tout ça, on a le sentiment que nos amis n'étaient pas ici en Côte d'Ivoire. Cette liste a été la base de 2010. Ensuite, elle a été améliorée au fur et à mesure. Si des gens ont des reproches, ont des preuves, on leur demande de se rendre dans les commissions locales. Non, on fait des conférences de presse à Abidjan pour dire qu'il faut dissoudre la CEI. Parce que, mais attends, M. Katina sait très bien que cette CEI ne sera pas dissoute. Elle ne sera pas dissoute. Parce que... Comment vous le savez? Mais si on est sérieux, on ne peut pas dissoudre cette CEI. Voilà. C'est des courriers, alors allez-y, continuez. C'est pas des courriers. C'est pas des courriers, M. Lago. Fabrice, on laisse terminer. C'est vous qui terminer. C'est vous qui prenez vos rêves pour la réalité. Mais il n'y a aucun gouvernement sérieux. Calmez-vous, ça va bien se passer. Non, je suis calme. S'il vous plaît, monsieur, on a bien commencé, on va bien terminer. Guillaume, vous avez encore 1 minute pour terminer. Quelqu'un de sérieux, aucun gouvernement sérieux ne peut dissoudre une commission électorale à 6 mois des élections. Je vous dis ça simplement. D'accord. Et donc, si vous, M. Katina, vous croyez naïvement que quelqu'un va dissoudre la CEI, vous perdez votre temps. Très bien. Merci Guillaume Bateau. Maître Ouaga. Merci, M. Diarasouba. Alors, je vais aller tout droit. Hein, allez-y. On aime bien les gens qui vont tout droit. J'irai tout Ça droit. tombe bien. La commission électorale indépendante, donc. Mais bien avant, hein, je voudrais rappeler à notre ami... Allez-y, c'est votre temps de parole, allez-y. Alors, je crois qu'il faut éviter d'arriver à des conclusions simplistes pour des faits aussi graves. Nous avons dit, nous n'analysons pas les décisions de justice à géométrie variable. Non, ce n'est pas ça. Nous disons que la justice de Côte d'Ivoire ne peut pas envoyer quelqu'un à la haie. Il y est retenu pour un procès et en catimini, on envoie un commissaire de justice à Yopougon pour aller le chercher. Ça, c'est un fait. Le bon sens, M. Kokora. Comment on peut accepter ça? Comment on peut le faire? Est-ce qu'une justice qui se respecte peut procéder ainsi? C'est grave. Il faut le dire, il faut le dénoncer. Donc ce n'est pas une affaire de non. Non. Ce n'est pas une appréciation des décisions de justice à géométrie variable. Non. C'est un fait grave. On ne peut pas accepter que la justice de notre pays nous ridiculise de cette façon. Ça, c'est ridiculiser la justice, c'est ridiculiser la Côte d'Ivoire. Parce que quand les gens entendent un fait comme ça, ils nous demandent, vous êtes sûr que ça s'est vraiment passé? J'ai dit oui, ça s'est passé. Ce n'est pas possible, c'est ce qu'ils nous disent. J'ai dit oui, ça s'est passé dans mon pays. Donc c'est un fait. Il faut le dénoncer. Donc pour revenir à la commission électorale indépendante, M. Diarasouba, on s'est posé 2 questions. La commission électorale indépendante est-elle incompétente? Mais est-elle dangereuse? Finalement, c'est les deux. Elle est incompétente, pourquoi? Elle a un objectif. On lui dit, il faut aller enrôler des gens. Voilà les critères. Si tu n'atteins pas ton objectif, tu es incompétent. Vous nous sortez une liste électorale avec 60% de personnes qui ont une identité incomplète. Monsieur Diarasouba, vous êtes patron d'une entreprise, vous envoyez un employé, aller faire un travail, et revient à 60% d'échecs. Mais il est incompétent. Il est incompétent. Tout naturellement, simplement. Donc cette commission électorale, elle est incompétente parce qu'elle ne nous a pas permis d'avoir une liste électorale qui répond aux critères qui sont prévus par la loi. Alors qu'elle a les moyens de le faire. On a dit quoi? L'ONESI l'a dit. Vous avez des appareils qui permettent, par exemple, de scanner les puces pour avoir la filiation des gens. Pourquoi on ne le fait pas? Il y a des gens qui se sont inscrits, qui se sont fait enrôler. Il y a des formulaires, nom, prénom du père, de la mère, tout ça, date et lieu de naissance. Pourquoi on ne le fait pas? Comment se fait-il que ces personnes-là sont sur la liste électorale? Il y a un problème, M. Diarasouba. Donc cette commission électorale indépendante, manifestement, elle est incompétente. Mais deuxièmement, elle est dangereuse. Parce qu'elle nous donne un fichier électoral, une liste électorale, avec laquelle on va partir et qui contient en elle-même les germes de la contestation. Parce qu'une telle liste électorale, forcément, les résultats qui vont émaner d'une telle élection, donc fondés sur cette liste électorale, seront contestés. On empêche aujourd'hui des millions de jeunes qui ont 18 ans de voter parce qu'on refuse une RLE. Donc on se choisit, on a une commission électorale, ça y est sur mesure, donc on a l'arbitre, on se choisit même ses électeurs parce qu'on écarte certains jeunes qui pourtant ont le droit de voter, on les écarte. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? On a une commission électorale
qui ne peut pas faire son travail comme elle doit le faire. Donc nous pensons que cette commission électorale indépendante doit revoir sa copie. Il y a la possibilité encore, en tenant compte de tout ce que nous avons dit. Je l'ai dit, 60% de personnes sur la liste électorale ne remplissent pas les conditions. Monsieur Diarra-Souba, vous voyez les examens à grand tirage. Quand vous allez, on met le nom, Ouraga Serge Olivier, né le temps, pour me permettre de distinguer un autre Ouraga Serge Olivier de moi. La date de naissance, le lieu de naissance. Et c'est ce que la liste, c'est ce que le code électoral également a prévu. Donc, quelle est la différence entre un série d'Igbeu qui est ici d'un autre série d'Igbeu si on n'a pas sa filiation? Mais donc, ce série d'Igbeu-là, il peut aller dans 10 bureaux de vote et il va aller voter avec sa pièce d'identité. Parce qu'il est série d'Igbeu. Mais il y a la biométrie qui intervient. Messieurs, s'il vous plaît, on se calme. Non, la biométrie, on l'a bien constaté, les tablettes n'ont pas toujours bien fonctionné. Alors, donc arrêtez. Très bien. Est-ce qu'il a un taux de... S'il vous plaît, monsieur Kokora, s'il vous plaît. Un exemple? Monsieur Ouraga, merci beaucoup. Monsieur Fani, parce qu'il y a un dernier sujet concernant le RHDP qu'on doit aborder, et puis passer au carton, allez-y. Ali, c'est la même rhétorique venant de l'opposition, c'est la même rengaine. C'est un reniement par anticipation de leur échec à octobre 2025. Il faut que les choses soient claires. Le PPAC, mais est comprimé dans tout ce qui était Sébastien. Parce qu'aujourd'hui, leur adversaire, ce n'est pas le PDCI, ce n'est pas le COGEP. En fait, leur adversaire, c'est le RHDP. Mais il y a que tous les anciens bastions du RDR sont au RHDP. 80% des bastions du PPAC sont du FPI, devenu PPAC, sont au RHDP. 80% des bastions du PDCI sont au RHDP. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les résultats des dernières élections qui le montrent. Donc, ça fait qu'ils vont continuer à ressasser ça, à rassasier les Ivoiriens de ça, jusqu'à ce que le 25 octobre, le RHDP soit proclamé vainqueur pour qu'ils disent « on vous avait dit ». C'est par anticipation. Quand il dit, par exemple, il s'offusque du fait qu'il y ait des personnes sur cette liste électorale dont les parents sont inconnus. Je suis maire pour mon 3e mandat. Mais c'est chaque jour que dans les mairies, nous recevons des filles, des demoiselles ou des mamans qui viennent avec des enfants. Quand ils disent « où est son papa ?» dit qu'il ne reconnaît pas. La maman est là au moins. Fabrice, s'il vous plaît. Au moins, vous allez faire preuve de politesse. Non, s'il vous plaît. Parce que chaque fois que vous venez sur ce plateau, vous venez dire des mensonges. Excusez-moi, Ali Dutin, vous tenez des mensonges, vous faites des allégations parce que vous savez que sur ce plateau, nous n'avons aucune possibilité de le vérifier. La dernière fois ici, lorsque la représentante de la CEI était ici, vous avez dit un gros mensonge, le PPAC n'a jamais signé, elle a sorti des documents, elle a montré que vous aviez signé. Vous n'avez pas bien suivi, mais je ne vais pas vous interrompre. La toute dernière fois ici, vous avez menti sur la proposition. On va faire attention, on va faire attention. On a bien commencé, on a bien terminé. Oui, je sais. Bon, d'accord. Non, il n'y a aucun mot à vous prêter. Allez-y, on peut terminer. La dernière fois, OK, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, on n'a plus beaucoup de temps. Ici, il a fait la même chose. Il a dit que, comment on appelle ça, pendant que le président Laurent Gbagbo était là, que la CEI n'avait pas de représentant de Laurent Gbagbo à la CEI. Mais on s'est rendu compte que sur 18 personnes, il y a sur 16 personnes, il y a au moins 12 qui étaient il y avait les représentants du PPAC, pardon, du FPI en ce moment, qui était Laurent Gbagbo, mais il y avait également tous les représentants de l'administration qui étaient nommés dedans. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. C'est Gbagbo qui les avait nommés. Si on doit considérer aujourd'hui ceux qui représentent l'administration comme étant des bras séculaires d'Alassane Ouattara, mais c'est que hier, c'était la même chose. Donc, il ne peut pas nier ça. Ce que je veux dire concernant le PPAC, M. Lago est dans son rôle. Il est chargé de la propagande. Non, pas du marketing politique. Ça ne fait pas la non, ça fait pas une grande différence. Vous ne changez pas mon mais poste. Aujourd'hui, il a Laurent Gbagbo à vendre comme produit. Mais Laurent Gbagbo n'est pas vendable. Il n'est plus vendable. Les Ivoiriens ont mis de côté la politique de Laurent Gbagbo. Vous allez vous rappeler dernièrement, c'est même passé sur vos chaînes, nous avons fait une activité de nouvelle adhésion à ISIA. Une semaine après, le PPAC est parti derrière nous. Mais c'était un des aveux cinglants. Ils n'ont même pas pu se retenir. Le chef... Le responsable TD a dû dire que, bon, voilà, quand le RHDP vient, vous êtes là, quand nous venons, vous n'êtes... C'est pour dire que nous avons, aujourd'hui, récupéré toutes vos bases. Et donc, ce que vous faites, c'est de la fuite en avant, M. Lago.
Vous pouvez faire l'amour, vous pouvez faire ces souris en coin, mais je vous dis, et vous le savez, vous allez à Dabou. Vous allez à Dabou bientôt. Quand vous allez prendre la route, prenez la route, allez-y à Dabou. Arrivez à Dabou, vous allez écouter les populations. Parce qu'on n'a même pas besoin d'être devin ou divin. On sait déjà qu'est-ce que le PPAC va dire. La Côte d'Ivoire est endettée. Il n'y a pas d'IDH. Nadi Bamba a fait la cuisine pour Gbagbo. C'est ce que vous allez dire. On peut rester respectueux, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes un de lui, on peut rester respectueux. Non, c'est pas votre ami, ne l'intéressez pas. Je dis... Alors, s'il vous plaît. Je ne vais pas laisser... Non, monsieur. Non, monsieur, Fabrice Lago. Non, vous lui demandez de retirer. Mais ce que je présente, ce n'est pas de la politique. Du tout, qui n'est pas concerné par le débat. Monsieur le maire. Éducation, vous l'assumez totalement. Fabrice Lago, s'il vous plaît. Monsieur le maire. Non, chaque jour, quand vous êtes vous lancez des pics, donc ça fait mal. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés au terme du temps imparti pour vous. Messieurs, comme je l'ai dit, on a bien commencé ce débat. Les Ivoiriens aiment quand c'est courtois et calme et posé. C'est vrai que dans un débat, il peut y avoir des pics, mais c'est pas bien méchant. Avec les élus par défaut, ça fait ça. Docteur Eousso, allez, on termine avec vous ce tour de table sur le PPAC. Il nous reste quand même un tour de table sur les RHDP. Allez-y. Je voudrais commencer par l'intervention de M. Lago Fabrice concernant le choix du lieu de la fête de renaissance du PPAC. Non, je suis désolé. Il a du mal à prononcer. Allez-y. Non, pas que j'ai du mal à prononcer le mot. C'est un nouveau parti. Ça se confond souvent avec le PPA pôle de station. Voilà. Donc, bon, bref. Je suppose que après 10 ans d'absence, c'est quand même un peu difficile pour ce parti d'avoir tout le contrôle qu'il avait par le passé. Ça, il faut le reconnaître. Et moi, c'est juste, en tant qu'observateur, que j'ai fait cette suggestion. Fabrice disait que l'an passé, la fête de la Renaissance s'est tenue à Beauville. Voilà. Et cette année, c'est à Dabou. Bon, quand on tient compte de la cartographie électorale en Côte d'Ivoire, on sait que généralement, par le passé, voilà, par le passé, c'était des zones acquises au FPI d'alors. Si on part de ce principe-là, j'ai l'impression que ce parti reste encore confiné dans sa zone de confort. Je souhaiterais qu'il sorte et qu'il aille peut-être relever des défis tels que la conquête des zones du Nord. Pour la première fête, elle a lieu peut-être à Zopé, à Beauville, pardon. Il n'y a pas de problème. Mais quand il y a une seconde fête, il faut diversifier les lieux et cette diversification peut-être peut se faire pour ce parti en allant vers des zones qui étaient considérées comme des zones qui lui étaient hostiles, entre griffes. Donc, c'est en tant qu'observateur que je fais cette suggestion. J'aurais bien voulu que ce soit ainsi pour que le parti en question puisse quand même montrer ou démontrer une certaine force, comme pour dire qu'en dehors de ma zone de confort, quand même, je peux mobiliser. Ça, c'est juste une suggestion. Concernant la liste électorale, je me dis que tout le monde, les voix s'élèvent un peu de partout, de tous les partis, de toutes les formations politiques, pour réclamer une révision de la liste électorale. Le RHDP semble rester en marge. Je me dis, qu'est-ce qui prouve même que les autres formations politiques n'ont pas peut-être corrompu cette liste-là? Si tant est que tout le monde estime qu'il y a des vices au niveau de cette liste-là et que cette liste est lacunaire, mais autant aller à la révision électorale et même peut-être aller plus loin en faisant un audit. Pour moi, ça ne devrait pas gêner. Mais qu'est-ce qui fait qu'on fait obstacle encore à une révision quand on sait qu'on est encore à 6 mois? 6 mois, ce n'est pas 6 jours, ce n'est pas 6 semaines. Ça peut se faire avec la bonne foi des uns et des autres. Parce que je me dis quoi? Je me dis qu'en fait, c'est vrai, aujourd'hui, la situation semble apaisée, mais il ne faudrait pas qu'on entretienne le feu et puis venir après l'éteindre.
quand on peut ne pas se permettre de l'entretenir dès le départ. Très bien. Voilà. Donc, pour moi, hein, il faudrait vraiment que tous les partis, de façon consensuelle, on s'accorde à régler définitivement la question de la liste, de la révision de la liste électorale, voire un audit de la liste électorale avant d'aller aux élections. Merci beaucoup, docteur. Alors, messieurs, dernier tour de table sur le RHDP. Le RHDP dont le porte-parole principal, Kobenan Kwasi Adjoumani, a animé une conférence de presse cette semaine, précisément jeudi, il me semble. Alors, il a annoncé que le congrès du parti devrait se tenir en mai. Et tous les hauts cadres de ce parti estiment que le président de la République, l'actuel président de la République, est le candidat naturel du parti. Analyse rapidement, comme on l'a fait pour les autres partis, sur le RHDP. Maître Ouragan, on commence par vous cette fois. Alors, c'est un épiphénomène hein, que le porte-parole du RHDP dise que le président de la République est le candidat naturel. Ça n'intéresse que le RHDP. Mais ce que nous attendons, nous, c'est que le RHDP ouvre le jeu politique. Voilà. Quand on estime qu'on est majoritaire, il faut ouvrir le jeu politique. Quand on estime qu'on peut gagner, il faut ouvrir le jeu politique. Nous appelons le gouvernement à ouvrir le jeu politique. Nous avons tendu la main au sein de la coalition pour l'alternance pacifique. Nous avons écrit au gouvernement, nous lui avons demandé de venir à la table de négociation pour qu'on règle les problèmes avant d'aller à ces élections. C'est ce que nous disons. Mais quand on constitue des obstacles pour empêcher des adversaires politiques d'aller à des élections, à une compétition ouverte, nous pensons qu'il y a un problème. Donc voilà ce que nous disons. Il faut que le RHDP ouvre le jeu politique. Nous avons tendu la main, il faut le faire. On nous demande, ici sur ce plateau, on a entendu des gens dire qu'il faut faire un rapport de force avec le gouvernement. Non, nous n'avons pas besoin de rapport de force. Ici, en Côte d'Ivoire, pour des questions d'élection, pour des questions de candidature, il y a une rébellion. Mais ce n'est pas notre culture politique, M. Diarra-Souba. Nous n'allons pas aller à la violence, nous n'allons pas établir un rapport de force pour imposer la candidature de nos leaders. Non. Nous appelons le gouvernement à la discussion. Pour qu'on règle ces problèmes, pour qu'on aille à ces élections sans qu'on ait encore, qu'on évite encore la fête de la Renaissance, c'est quoi? C'est célébrer, c'est commémorer donc l'arrestation du président Gbagbo. C'était quoi? C'était les 3000 morts. Comment on fait pour arriver à cette élection de 2025 sans qu'on ait des morts? Voilà la problématique. Fanny Karim, sur ce sujet, votre parti? Oui, Ali, effectivement, nous aurons donc notre congrès et le président de la République, Alassane Ouattara, sera notre candidat. Nous avons travaillé depuis de longues années sur une machine à gagner. Et donc, même si d'aventure, le président Alassane Ouattara disait qu'il n'était pas candidat, celui qui va nous désigner, cette machine sera mise à la disposition de la personne pour gagner les élections. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons pris les dispositions pour. Et les dispositions que nous avons prises ne sont pas cachées. On dit que nous n'avons pas fait de remarques sur la liste électorale. Mais les remarques qu'ils ont faites à la CEI sur les éventuelles irrégularités qu'ils ont vues sur la liste, mais la CEI n'a pas communiqué de façon publique là-dessus. Pourquoi ils pensent que si nous avons fait des remarques à la CEI, que la CEI rende ça forcément public pour qu'eux sachent que nous avons fait des remarques? Nous avons travaillé dans la forme. Nous avons saisi également l'occasion, lors de la révision de la liste électorale, du fait que la CEI, en accord avec les différents partis politiques, ont décidé que, comme ce n'était pas sûr d'en refaire, et qu'on pouvait déjà enrôler les 17 ans, mais le RHDP s'est engouffré dans cette brèche et nous avons fait le maximum. Voilà. Et nous avons fait ce maximum, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on entend des responsables politiques dire, oui, ils se sont détourés, ce sont des... Je ne sais pas quoi. Mais ça, ce n'est pas le PDCI que nous voulons qui est là. Et donc, vraiment, je tenais à dénoncer cela sur ce plateau. Mais dire que nous avons travaillé et que le RHDP est prêt. Et comme je le dis, aujourd'hui, nous sommes un parti national. L'autre a bien fait une remarque. Le PPAC ne peut rôder que dans la zone sud ici. Alors que même là-bas, Dabou même où ils vont, mais Dabou, le député, il est RHDP, le maire, il est RHDP. Et Dabou, le RHDP, c'est depuis 2013, je pense, avec le maire Bensouk. Donc, ils peuvent tourner en bas ici, ils peuvent tourner un peu dans la zone sud ici. Comment? Bensouk, il va bien? Vous me demandez s'il va bien? On va pas s'interrompre. Je ne sais pas, Alors, il n'est pas le maire d'aujourd'hui. Moi, j'ai plus beaucoup de temps pour terminer cette émission. Merci. Kokaranzi, allez-y. Écoutez, le maire vient de le dire, le RHDP n'a aucun problème. Alors, excusez-moi, je vais vous donner 1 minute 30 chacun. OK. Donc, comme ça, c'est valable pour tout le monde. Allez-y. Voilà, le RHDP, c'est une machine.
et nous avons commencé à travailler sur les élections depuis très longtemps. Vous savez, il n'y a rien qui réussit dans l'improvisation. Il faut se préparer. Une ambition présidentielle, mais c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas les discours creux, ce n'est pas la propagande comme le fait mon ami et frère Fabrice Lago. Non, ça ne paye pas. Et aujourd'hui, vous voyez ces partis, mais c'est des partis rabougris. Tout à l'heure, le frère parlait du COGEP. Je crois qu'il représente le COGEP. C'est bien ça? Mais c'est des partis qui n'existent que sur le papier. Ah bon? Oui, mais je le dis, ils n'ont même pas un conseiller municipal en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi est-ce que le RHDP, qui a 27 régions sur 31 régions, près de 130 mairies, nous allons éliminer un parti qui n'a même pas un leader, qui n'a même pas un conseiller municipal? Quand vous mais ça n'a envoyez aucun sens. quelqu'un à la coupe pénale, Vous avez votre temps de parole. Il va falloir que je réponde à cette énormité. S'il vous plaît, monsieur le maire, s'il vous plaît, vous aurez le temps de s'il vous réagir. plaît, je fais la mise au point. Je vous donnerai la parole pour réagir. D'accord. Ne soyez pas Mais Touraga, dans les vous aurez émotions. votre temps de parole. Voilà. Il vous Donc, reste je dis- 45 secondes. Donc il n'y a pas de problème à couper. Donc faut Oui, mais il vous reste 30 secondes, je vous donne 45. Donc j'ai Allez-y, dit, un rapidement. parti comme le COGEP, avec son leader, qui n'a même pas un conseiller municipal, le RADP ne va pas perdre son temps pour éliminer quelqu'un. On n'en a pas besoin. Comme je l'ai dit, c'est une force, c'est une machine. Depuis 2001, nous vous battons aux élections. On était dans l'opposition lorsque le RDF vous a battu, le FPI, donc qui est devenu aujourd'hui le PPACI. Vous êtes venu à 4e position derrière les indépendants. Nous étions premiers, nous étions dans l'opposition. On n'était même pas membre de la commission électorale indépendante. Donc ce n'est pas aujourd'hui on va utiliser des instruments pour éliminer quelqu'un, travailler sur le terrain. Et ça, c'est très important. Tant que, vous voyez, aujourd'hui, ils font il a dit des choses qui sont très, très graves. En traitant la commission électorale indépendante d'un instrument qui est dangereux, alors que tous les... Je le maintiens. Oui, oui, alors que le PPACI, je suis d'accord avec vous, alors que le PPACI, par la voix de Danon Guégué, le ministre Danon Guégué, allait voir le président de la commission électorale indépendante, à l'effet, donc de le supplier pour que M. Demba Traoré soit vice-président de la commission électorale indépendante. Je suis bien obligé de vous interrompre. Sérieux. Il faut qu'à un moment donné, ces partis politiques soient responsables D'accord. et arrêtent de créer des crises artificielles. On vous a bien compris. C'est vous qui brûlez la Côte d'Ivoire. On vous a bien et non la compris. commission électorale Fabrice Lago? Monsieur Ali, vous savez, il faut que, quand il y a des débats qui intéressent la nation, il faut que le RADP nous envoie des débatteurs qui ont... Bon, ça, c'est un jugement de valeur. Ça, je ne l'accepte pas. Non, 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 je ne vous ai pas attaqué. S'il vous plaît. Monsieur, je suis désolé, Ali, mais oui, il faut qu'il soit respectueux, voilà. il n'y a pas de Faut qu'il problème. soit respectueux, S'il vous voilà. plaît, ce qui Je pense intéresse que- les téléspectateurs, les Voilà. internautes, ce sont vos idées. C'est vos idées, c'est pas ma Évitons personne. les attaques Voilà. personnelles. Donc je pense qu'il faut Fabrice Lago, c'est votre il faut que le parti au S'il vous pouvoir, plaît. faut que le parti au pouvoir Non, nous il envoie faut- des non, non, Ali, nous je envoie des l'accepte pas. contradicteurs Non, qui en non, valent la c'est peine. pas le- c'est pas Parce à que vous j'ai de écouté, demander parce que parti d'envoyer des dictateurs. j'ai écouté 40 ans et S'il une bonne vous plaît, s'il vous les plaît. supposés contradicteurs S'il vous et je plaît. me suis perdu entre divagation, affabulation, diffamation. Parce Vous avez que vu ça? quand le S'il vous parti plaît. au pouvoir, Vous avez vu ça, Ali? quand le parti Vous avez au pouvoir, entendu ça? Alors, Fabrice Lago, Alors qu'il s'est fait on la va... quel niveau S'il de- vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. finissez, je vous réponds. Monsieur, on n'aura même pas le temps de donner les cartons, tant il est difficile finalement d'en placer une, s'il vous plaît. Fabrice Lago, on va faire l'effort d'être Oui, bien courtois sûr, on va répondre sur les et faits. terminer, allez-y. D'accord. Donc je pense qu'on a un parti au pouvoir qui fait peur en fait. Parce qu'en lieu et place de préparer les élections, parce que quand nous contestons la liste électorale, c'est bien parce que nous préparons les élections. J'ai écouté la conférence de M. Adjumani, qu'est-ce qu'il a dit en gros? Que cette année, personne ne va sortir, même les femmes, on va les fouiller. Donc on a des partis d'opposition qui font des observations sur la liste électorale, et puis on a un parti au pouvoir qui prépare la confrontation au point de vouloir fouiller des femmes. Bon, peut-être que c'est un autre plaisir qu'ils prennent à le faire, mais on va laisser passer ça. Donc on a un parti au pouvoir qui dit qu'ils sont prêts, ils ont 80% d'électeurs, les autres sont des rabougris. Et puis on a ce parti qui manœuvre pour écarter des candidats à l'élection présidentielle. Parce que comme disait le représentant du COGEP, mais ce qu'ils ont appliqué avec Charles Blé Goudé, mais c'est la même chose qu'ils ont appliqué pour le président Laurent Gbagbo. Pendant qu'ils l'ont déposé à la CPI, ils l'ont jugé ici et ils ont envoyé un huissier à son domicile à la Rivera pour aller le quérir, d'après eux, pour qu'il se rende au tribunal alors qu'ils l'ont envoyé à la CPI dans un avion présidentiel. Donc quand on a un parti et qu'on est sûr qu'on a un bilan inattaquable, quand on est sûr qu'on a 80% de la population, quand on a sûr que, d'après, comme le disait monsieur le maire d'Issia, qu'il a toute la majorité ici, mais on ne manœuvre pas pour écarter les candidats. Et je le disais la dernière fois sur votre plateau, je dis, mais mettez Gbagbo sur la liste électorale et puis on vérifiera aux élections. On le mettra Nous pas. nous disons S'il que... vous plaît. Non, ça c'est pas grave, c'est votre éducation. Donc nous disons qu'au PPACI, nous avons S'il vous intérêt plaît. à avoir une liste électorale crédible et transparente. Et c'est notre souhait. Et plus nous demandons une liste électorale crédible et transparente, et plus le parti au pouvoir la conteste, nous disons que leur position, elle est suspicieuse, elle est pernicieuse et elle est dangereuse
pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on crie au voleur, celui qui n'a rien à se reprocher, il ne court pas. Mais à chaque fois que nous attaquons la CEI sur la qualité du travail qu'elle nous a produit, et ce sont ces messieurs du RADP qui se posent en défenseur du RDR. Donc leur défense, elle est douteuse et il faut qu'ils acceptent que nous doutions. Donc quand ils disent qu'ils ont travaillé, peut-être qu'ils ont travaillé à inscrire des gens sur la liste électorale. Quand le monsieur dit que chaque jour nous recevons à la mairie des femmes qui viennent, on leur demande qui sont les pères de leurs enfants et ça pas. Mais la maman, au moins, elle est là. Donc on peut avoir sur la liste électorale des gens qui n'ont ni père ni mère. On peut avoir sur la liste électorale des gens qui n'ont pas les dates de naissance. Et puis on en parle. Moi j'aurais compris que le RADP dise, bon écoutez, asseyons-nous autour de la liste électorale, trouvez un consensus autour de la liste électorale, puisqu'ils sont sûrs de gagner, puisqu'ils ont 80% de la population. Mais ils ne devraient pas avoir de problème. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème alors? Pourquoi est-ce qu'on use de superficie pour écarter les candidats? Monsieur Ali, nous disons que nous sommes sereins. C'est le dernier tour. Le monsieur a dit que le PPACI a peur. Oui, on accepte tout ça. Mettez Babo sur la liste électorale et allons aux élections. Guillaume Bateau, s'il vous plaît. Guillaume Bateau, allez-y rapidement. Je veux pas rentrer dans le débat. Je veux dire que moi, ce qui me gêne sur le débat sur la CEI, c'est que le mode opératoire est connu. Monsieur Lago dit il y a des gens qui n'ont ni père ni mère. Mais si vous avez ces individus, vous allez demander leur radiation. Mais vous ne m'écoutez pas en fait. Non, parce que moi, je suis embêté. Bon, vous avez évoqué le cas de Marie-Louise Asseux en début d'émission. Bon, s'il y a des gens qui savent que Marie-Louise Asseux est encore sur la liste, alors qu'elle est décédée, mais vous vous rendez dans le bureau de vote où son nom est inscrit, vous demandez sa radiation. Le mode opératoire est connu. Mais pourquoi on laisse ce mode opératoire et on fait d'autres débats? Moi, c'est ça qui me gêne. C'est la peur. Voilà, moi, c'est ça qui me gêne. Donc, le mode opératoire est connu. Toutes les irrégularités que vous dénoncez, le contentieux, la dernière fois, j'ai parlé d'audit populaire, inclusif et participatif. Audit citoyen. On a indiqué le mode opératoire. Tous ceux qui ont des choses à reprocher à cette liste avaient la possibilité, en tout cas jusqu'à hier, samedi 5 avril, pour se rendre dans les lieux de vote, demander soit la radiation, soit le complément d'information. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on court comme risque? Si on enlève 60%, si on suit la logique de nos amis, qu'on enlève 60% des inscrits sur la liste électorale, on va avoir l'effet contraire. On va avoir l'effet contraire. Si on parle de 6 millions, sur une liste de 8 millions et un peu plus, vous enlevez 6 millions. Mais la crise que vous allez avoir, l'effet, vous allez avoir l'effet contraire. Donc, mais Guillaume, on ne demande pas de les enlever. D'accord, très bien. S'il vous plaît. Fabrice, s'il vous plaît. Fabrice, s'il vous plaît. Fabrice, s'il vous plaît. Pourquoi vous ne vous êtes pas rendu dans les bureaux de vote pour faire ces réclamations? De toutes les façons, on ne pourra pas faire tout le débat ce soir, Guillaume. Dans tous les cas, je crois qu'il faut que nos amis se fassent à l'idée que nous allons aller aux élections le 25 octobre. Le contentieux est fini. Le PDC va désigner son candidat, c'est tant mieux. Le PPACI et le COGEP ont désigné leurs candidats qui ne sont pas encore sur la liste électorale. Moi, je suis content aujourd'hui. Bon, la critique n'est pas adressée au COGEP parce que le COGEP n'était pas... mais quand nous réclamions en 2013 le dialogue politique, la négociation avec le gouvernement, ce sont nos amis qui sont aujourd'hui au PPAC qui n'en voulaient pas. Bon, Guillaume, on ne va pas remonter jusque-là. On aura certainement... Pendant 10 ans, vous avez refusé le dialogue. On aura d'autres occasions, Guillaume Bateau, on aura d'autres occasions. Docteur Eoussou, si vous êtes dans le troisième journal en un mois, c'est parce que vous refusez le dialogue. Docteur Eoussou, troisième journal. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, Guillaume. Non, Guillaume, s'il vous plaît. Docteur Eoussou, allez-y. Sur le RHDP, vous êtes déjà intervenu? Non, pas encore. Allez-y, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Concernant le RHDP, je crois qu'il est question de son hégémonie sur la scène politique ivoirienne selon l'information que j'ai reçue. Ça a été formulé sous forme interrogative. On se demande est-ce que le RHDP se trouve paré à toute épreuve, c'était quoi? À toute éventualité. À toute éventualité, merci. À toute éventualité. Comme c'est une question, je m'en réjouis parce que ce n'est pas une affirmation. Voilà, donc je me dis, si le RHDP dit avoir travaillé correctement pour les Ivoiriens, alors la réponse devrait être oui. Mais est-ce que je crains? Il ne faudrait pas qu'on tombe dans l'autosatisfaction au point de distiller dans l'esprit collectif le on gagne qu'on a connu, le on gagne d'alors qu'on a connu. Parce que si on s'installe dans cette posture-là,
en cas d'échec, quand je dis on, je ne parle pas de moi, de façon générale. On vous comprend bien. Voilà. En cas d'échec, ce serait très difficile pour les uns et les autres d'accepter l'échec en question et ça pourrait créer une situation assez difficile à gérer. Ce que moi, je vois, si on essaie de distiller ce slogan-là, à un moment donné, ça aura un arrière-goût de machiavélisme, c'est-à-dire conserver le pouvoir coûte que coûte par la ruse, par la force, parce que quand la ruse ne marche pas, on finit par s'imposer par la force. Il ne faudrait pas que cette question d'être paré à toute éventualité-là soit inscrite dans cette logique-là. C'est ce que je souhaite vraiment pour le parti et même pour la Côte d'Ivoire, que je souhaiterais voir vraiment dans une autre dimension, loin de ces querelles allemandes, loin de ces querelles byzantines, intestinales, qui finalement, pour ne pas dire intestines, pardon, qui finalement ne nous honorent pas de façon générale et surtout pour ceux qui nous regardent tout autour de nous. Et qui ne rassurent pas. Qui ne rassurent surtout pas aussi. Merci beaucoup. La première des choses constatées, c'est ce besoin ardent de monsieur le maire d'Issia. Son besoin ardent de défendre la CEI. Il ne se cache même plus. Sans honte but, il vient sur le plateau et il te dit qu'en tant que maire, il reçoit souvent des femmes qui viennent avec des enfants te dire « Tu n'as pas besoin de prendre le rôle du défenseur de la CEI. Pourquoi tu vas te diriger en défenseur de la CEI ?» Je ne comprends pas. Nous sommes des différents partis politiques. Chacun apporte ses critiques à la CEI. Et on voit parmi nous un parti politique qui lui s'érige en défenseur autoproclamé de la CEI. Mais est-ce qu'il est vraiment défenseur autoproclamé? Ben non, vu que la CEI est une branche du RHDP. À un moment donné, cachez-vous au moins. Évitez-nous tout ceci. Évitez-nous tout ceci. Et pire, c'est que vous êtes encore mal élevés, mal éduqués. C'est parce que Fabrice Lagbo, je vais dire Steve Biko, a décidé d'être poli. Parce que si c'était moi sur le plateau à sa place, j'aurais attaqué M. Alassane Ouattara et attaqué Dominique Ouattara. Directement. J'aurais attaqué M. Alassane Ouattara et attaqué Dominique Ouattara. À un moment donné, vous ne pouvez pas parler comme ça du président Laurent Gbagbo, manquer le respect comme ça là à sa vie conjugale. Et puis, il n'y a rien. Comme au PPACI, il y a une bonne éducation, bah, il vous a laissé passer, mais il ne faut pas fonctionner comme ça. S'il manque le respect à ton leader, à ton président, tu dois manquer le respect à son leader, à son président. Oui, s'il se permet de manquer le respect au président Laurent Gbagbo, vous devez vous permettre de manquer le respect à M. Alassane Dramane Ouattara et ça va faire kiff-kiff. Kiff-kiff. Vous dites que le président Laurent Gbagbo ne fait pas peur, qu'il a perdu tous ses passions, que vous avez plus de 80% dans toutes les circonscriptions. Pareil pour le PDC RDA. Mais par la même occasion, vous dites que vous ne remettez pas son nom sur la liste électorale. Est-ce que vous avez écouté sa réponse? Le monsieur dit, le nom du président Gbagbo ne sera pas remis. Ça veut dire qu'il dit ça de manière violente. C'est-à-dire, ils ont un mépris pour les militaires, les sympathisants du PPACI. Pour eux, les militaires, les sympathisants du PPACI ne sont pas des Ivoiriens. Il faut les tuer tous autant qu'ils sont. Ils ne négocient pas avec eux, ils les imposent et ils doivent suivre comme des moutons. Ou ça, ou rien. Voici donc où le RHDP est en train de mener la Côte d'Ivoire. L'élection qui arrive en octobre sera une élection, si on ne prend pas garde, une élection catastrophique. Parce que ces gens-ci ne veulent rien entendre. Tu peux constater tout de suite qu'ils sont bornés, qu'ils ont décidé d'aller tout droit sans scrupule. Mais ils doivent de manière rapide se revoir. Parce que si vous ne vous revoyez pas, ce qui va se passer en Côte d'Ivoire en 2027, non, ça sera désastreux pour vous. Vous pouvez perdre le pouvoir, mais d'une manière des plus sales. Comme a dit ici Steve Biko, nous avons écouté à Djoumani dire que personne ne va fuir, qu'on va fouiller même les femmes. Bah, voilà les expressions donc d'un homme politique, d'un ministre. Et vous ne voyez pas des chroniqueurs critiquer ce genre de propos. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. Donc, moi, je trouve que les débats sont en train de nous montrer ce à quoi on peut s'attendre en 2025. Et on voit très bien que le PPACI et le RHDP sont de vrais adversaires. Hein. À chaque fois que c'est eux qui prennent la parole, ça chauffe tout de suite sur le plateau. Mais ça, c'est-à-dire, ça nous montre déjà à quoi peuvent ressembler ces élections
en 2025. Surtout qu'il n'y a pas eu un consensus d'apaisement. Donc on peut déjà avoir une idée. Si au moins ces leaders s'étaient assis, ils avaient décidé de trouver un consensus. Ils avaient décidé de négocier. Ils avaient décidé de trouver les voies et moyens pour organiser une élection transparente, démocratique, inclusive et dans la paix. Je pense que là, ça pourrait aider pour l'apaisement. Mais comme ils décident de garder leur distance et que chacun décide de rester sur sa position, je pense que les élections ne seront pas chose facile pour 2025. Mais est-ce qu'il y aura élection? Parce que si l'opposition ne veut pas de cette CEI et que le parti au pouvoir veut de cette CEI, disons-nous la vérité. Les mobilisations et les manifestations vont commencer rapidement. Cette CEI ne pourra pas organiser des élections. Parce que si cette opposition ne veut pas d'elle, mais ça veut dire que bientôt, là, elle va organiser les mobilisations pour demander son départ. Ça veut dire que personne ne pourra aller aux élections avec elle. Donc la CEI ne pourra pas travailler. Et si la CEI ne peut pas travailler, il n'y aura pas d'élection. Donc là est le véritable problème. Il y a encore 6 mois, il faut régler tout le problème. Même s'il faut même renvoyer les élections à 1 an, il faut donner la possibilité aux Ivoiriens d'avoir une CEI qui permet d'avoir une élection transparente. Pour essayer d'organiser une bonne élection, le président Laurent Gbagbo a fait un mandat qui était long. Donc moi, je pense que M. Alassane Dramane Ouattara peut faire un mandat qui lui permet d'organiser une très belle élection en démontrant, n'est-ce pas, à ses adversaires politiques qu'il est de bonne foi, discutant avec eux, acceptant l'audit. Parce que comme a dit le monsieur, vous refusez aujourd'hui d'apporter les solutions, mais vous voudrez apporter ces solutions après la guerre. Ça veut dire, si vous ne faites pas ça aujourd'hui et qu'il y a des crises, vous voudrez ces solutions après. Mais non, 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 non. Gérez les solutions maintenant. Ne vous croyez pas plus fort parce que vous avez l'armée à vos côtés. Non, 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 non. Vous ne connaissez pas ce que l'opposition a. Vous ne connaissez pas ce quoi compte l'opposition. Et le président Gbagbo a fait quasiment 10 ans à l'extérieur. Vous ne savez pas sur quoi il est couché. Parce qu'il est là et puis il vous regarde. Et vous ne savez pas sur quoi il est couché. Faites très attention. La team ceci dit, vous venez d'écouter l'intégralité de cette deuxième partie du débat. Parce que la première partie était la partie des enseignants. Et moi, je vous ai mis la deuxième partie sur le domaine politique. Et là, dites-moi ce que vous pensez sur une autre vidéo.